C'est un enfant de 10 ans, c'est un bilan de souffle systolique. Allez, 10 ans, souffle systolique asymptomatique. À toi, cher Xavier. Allez. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Pas vraiment. Ah. Je vous donne le bignou. Là. Là, oui, là c'est bon. Donc on reprend, toujours sur ma sous-costale très rapidement. Bon, je fais toujours mon balayage très rapide, histoire de m'affranchir des problématiques habituelles. Là, oui, là vous m'entendez. Lumière, Assi Mohamed. D'accord. Donc là, j'ai fait mon diagnostic en sous-costal. Donc je vais passer directement en apical pour vous montrer. Survol, et puis il a une première idée, et puis par la suite, il va rentrer dans les détails. En fait, je fais mon diagnostic en sous-costal. Et après, je vais affiner par les différentes coupes, ce qui va me permettre de bien préciser l'anatomie précise. Mais en fait, chez l'enfant de moins de 12 ans, on fait 99% des diagnostics en sous-costal en 2 balayages, quand on a un petit peu l'habitude. Et ensuite, on va s'aider des autres coupes pour étayer un peu les caractéristiques anatomiques précises. Et donc ici, on voit effectivement que c'est un enfant qui a un souffle cardiaque. Et on voit effectivement qu'il a des cavités qui sont relativement équilibrées, peut-être une légère dilatation des cavités gauches. Et il a, ici on le voit très bien, en apical 4 cavités, une petite CIV musculaire. Donc ça c'est une CIV, vous voyez, qui n'est pas directement sous-aortique parce que on est un petit peu à distance ici de la valve aortique qui est là. Donc c'est une CIV, ce qui est important c'est de décrire la localisation de la CIV. Donc la CIV est musculaire, elle est entourée de muscles ici et là, elle n'a pas de rebord inférieur sur la tricuspide, elle n'a pas de rebord antérieur sur la valve aortique puisqu'elle est séparée de la valve aortique par ce petit éperon musculaire. Donc effectivement, elle est de petite taille puisqu'on va la mesurer en 2D. Peut-être autour de quelques millimètres. Est extrêmement importante. Vous allez voir tout à l'heure, que ça soit pour le pronostic, parce qu'une CIV comme ça musculaire, ça n'a rien à voir avec une CIV de la voie d'éjection qui est juste en dessous des sigmoïdes aortiques. Et deuxièmement, ça a un impact aussi thérapeutique. On va le voir avec, Xavier voilà. Tout à l'heure. Impeccable. Donc je vais faire une petite axe. Donc là j'ai ma valve aortique. Je vous ai dit que les CIV périmembraneuses et de la voie d'éjection, elles sont vraiment en jonction directe avec l'aorte. Donc là on va voir la CIV que quand on bec un petit peu. On a l'impression qu'on voit le flux ici. Parce qu'on voit un flux en couleur, mais on ne voit pas exactement le défect. Je me mets comme ça pour vous voyez. Le défect, en fait, on va aller un petit peu plus dans le ventricule et se rendre compte qu'ici, vraiment, voilà, on a une CIV musculaire ici, qui est à distance de la valve tricuspide et à distance de la valve aortique. Donc elle n'est pas loin, mais elle est vraiment entourée uniquement de muscles. Donc c'est une CIV musculaire stricte, qui est donc un peu plus loin dans le ventricule vers la pointe, un tout petit peu, quelques millimètres, par rapport au CIV qu'on a vu tout à l'heure, qui était complètement collé à la valve tricuspide. Là, il y a vraiment cet éperon musculaire qui la sépare de la valve tricuspide. Et là, c'est pareil, vous voyez,
Elle est là. Et donc, elle est séparée de la valve tricuspide par cet éperon musculaire ici. Donc, elle est juste à côté, mais elle est un tout petit peu plus en avant, c'est-à-dire en avant vers la pointe du cœur, quoi, si vous voulez. Oui, on voit très bien. Mais il a fait cette conclusion après avoir fait plusieurs coupes, plusieurs incidences. Hein. Donc, il a fait la 5 cavités, le petit axe, le sous-costal, tout ça pour conclure qu'elle est effectivement complètement dans le muscle. Et donc, il n'y a pas d'interaction délétère avec la valve aortique, notamment. C'est ça. Ni avec la valve tricuspide. Donc, maintenant, on est juste voilà, sur l'appréciation de la sévérité. On voit qu'elle est toute petite. On mesure son gradient. Pour mesurer les pressions pulmonaires, ça on l'a vu. Bon, bien sûr, on est encore sur des vitesses qui sont très élevées. Donc, il n'y a pas d'hypertension pulmonaire, on a bien compris cela maintenant. Oui, tout à fait, oui. Et donc, on va recalculer son retentissement, évidemment, en mesurant l'OG et le VG par rapport au Z-score pour voir s'il y a une dilatation. Et, évidemment, si on veut affiner, en faisant ce qu'on appelle le QPQS, c'est-à-dire en mesurant, je ne sais pas si on peut le faire ici, sur ce qu'on appelle shunt. On va faire diamètre de l'aorte sur diamètre pulmonaire. Bon, ça c'est une mesure qu'on ne fait pas régulièrement. Moi, personnellement, je ne le fais pas régulièrement, pour être honnête. Je ne sais pas si toi, tu le fais pour toutes les CIV restrictives, mais je ne le fais pas régulièrement. Mais là, il est en train de mesurer le QPQS, c'est-à-dire l'importance du shunt à travers la CIV. Est-ce que c'est un shunt qui est très important ou est-ce que c'est un shunt qui n'est pas important? Tu as pu avoir un QPQS? Il arrive. Pardon? Oui. Alors, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, il faut absolument les mesurer, que ce soit l'oreillette gauche ou le ventricule gauche, et il faut les rapporter aux Z-score. C'est important. Un autre message cet après-midi, ne vous précipitez pas à dire telle cavité est dilatée, n'est pas dilatée, comme ça, au petit bonheur la chance. Il faut la mesurer en systole, en diastole, et les rapporter aux Z-score. Il y a un site sur Google sur lequel moi je travaille, mais Xavier il travaille sur un autre. Moi je travaille sur Z-score structure cardiologie. Structure cardiologie. Donc, et puis vous entrez le poids et la taille et vous avez le nombre de déviations standards par rapport à... On a quand même un QPQS à 2,05. Voilà, vous voyez. Il y a un petit hyperdébit. Évidemment, ce n'est pas très spectaculaire sur le plan hémodynamique parce que encore faudrait-il mesurer la taille du VG. Bon, là, on ne va pas le faire pour des mesures de temps, mais je pense que le VG est légèrement Et puis, on n'a pas dilaté. la possibilité de lui prendre la taille et le poids ici. Hein. On n'a pas de non, quoi... mais c'est pas... En tout cas, il a un hyperdébit documenté par l'échographie. Pulsé. Au niveau des voies de chasse. Le pulsé sur la voie de chasse aortique et le pulsé juste en dessous de des valves pulmonaires. Oui, les deux pulsés, oui. Voilà, par voie pulsée. Oui. On a pris un Doppler pulsé ici. C'est-à-dire que tu fais le pi d au carré sur 4, d'accord, que multiplié l'ITV, d'accord. Bon, tu as la fréquence cardiaque, elle est la même, et tu as et puis tu rapportes à pi d au carré sur 4 que multiplie l'ITV au niveau de la voie de chasse aortique. Ah, mais ça, c'est important quand même de considérer que on a considéré toujours ces CIV comme des petites CIV restrictives qui n'avaient pas de retentissement. Et on les a traités en général par le mépris. Mais dans la littérature, on voit quand même qu'il y a une partie de ces CIV qui se compliquent, notamment le problème hémodynamique. Et que là, même si on a un QPQS qui est seulement à 2, et donc évidemment, il n'est pas très sévère, hein. 2, c'est aussi le QPQS qu'on a comme dans une CIA moyenne. Évidemment, le patient n'est pas sans danger, mais il peut développer des complications hémodynamiques au long cours. Si tu peux te rapprocher.
Merci. Et effectivement, bon, un enfant de cet âge-là, on le surveillerait, on vérifierait l'évolution de la taille de son cœur pour voir s'il y a une dilatation progressive, en même temps que l'évolution de ses symptômes. Et si c'était un enfant qui était symptomatique ou dont on voyait que sur quelques années le VG se dilatait, eh bien là on peut vraiment lui mettre une petite prothèse percutanée sur une procédure qui va durer une petite heure et il aura plus de CIV, il ne sera jamais opéré et il aura une CIV fermée. Donc maintenant quand même, on a des prothèses qui permettent de faire des procédures de cathé simples, un peu comme les fermetures de CIA. Et ça, c'est les indications idéales, parce qu'on est loin des valves aortiques, des valves tricuspides, loin des voies de conduction. On a quasiment zéro risque de complications, si ce n'est bon, un hématome au point de ponction. Et donc, c'est effectivement, on peut le surveiller, on ne va pas lui sauter dessus, mais il y a une indication claire à le faire. On lui rendra service, il sera sûrement un petit peu mieux après, et surtout, il n'aura pas de complications tardives. Donc, le message, c'est que on dit toujours, bah, tiens, c'est une petite CIV, elle va se fermer. Bah, la réponse, c'est pas toujours. Oui. Est-ce qu'il y a, oui, Sarah, dans le micro, s'il te plaît. Micro, c'est Mohamed. On a un micro ici. Est-ce qu'on peut dire que les CIV, comme tout à l'heure qu'on a vu, qui sont hyper débitantes avec une Vmax qui est élevée, peuvent dilater davantage le VG par rapport aux CIV restrictifs simples? Ah oui, bien sûr. Voilà, de toute façon, une CIV restrictive sans hyperdébit ne dilate pas de VG voilà, et de principe ne se complique pas, sauf éventuellement d'une endocardite. Oui, et si on voit que la Vmax elle est assise et le VG n'est pas encore dilaté, il faut surveiller de près le patient. C'est-à-dire que... Pas de près, mais il faut le surveiller. Parce que sur dans les années qui viennent, voilà, on a des patients, leur cardiopédiatre leur a dit bah, vous avez une petite CIV de 3 mm, elle va se fermer. Bah, parfois, ils reviennent à 30 ans, 20 ans plus tard, et ils sont essoufflés, et ils ont un VG qui fait 70 mm. Comment ? Oui, mais c'est juste, il faut avoir juste conscience de ça, et essayer d'évaluer le retentissement. Si le retentissement est non significatif, ben, il ne le sera jamais. S'il est significatif, ben, peut-être le suivre. Et si on voit le VG se dilater, comme j'ai dit, ou qu'il devient symptomatique, on a des patients comme ça qui avaient des VG à 60, à 20 ans. Ben, on leur a fermé la CIV, ils ont dit, mais ma vie a changé, quoi. Je rejoue au foot comme 10 ans avant, etc., etc. Donc, je ne dis pas que c'est grave, je ne dis pas qu'il faut s'inquiéter, je dis juste qu'il faut avoir conscience que ces petites CIV, ben, parfois, elles ne sont pas si petites que ça. Donc, finalement, le message à retenir, ce que j'ai retenu, en tout cas moi, c'est que plus les vitesses sont élevées, ce n'est pas pour autant que ces chiffres sont rassurants. Plus rassurants que ça veut dire des vitesses à 4 sont plus rassurantes que des vitesses à 6 à travers la CIV. Voilà, une fois qu'on a fait la démonstration par l'écho qu'il n'y a pas d'HTAP, on n'est pas inquiet pour notre patient puisqu'il n'est pas en danger, mais cette espèce de petit truc, astuce de vitesse très élevée, c'est un signe assez empirique mais qui se vérifie presque toujours qu'il y a souvent un hyperdébit associé. Et donc, il faut suivre les patients. Et surtout, quand on a, même avec des pressions pulmonaires normales, et tu as un VG qui est dilaté. Exactement. Tu as un VG qui est dilaté, là, il... Et parfois, des patients symptomatiques, ça arrive aussi. Ouais. Attends. On a un VG qui tend à se dilater, par exemple, chez une fille de 20 ans avec 55 mm de diamètre télédiastolique. Est-ce qu'on peut y aller pour fermer cette CIV ou bien on peut toujours temporiser tant qu'on n'a pas d'HTAP? On peut toujours temporiser, mais encore une fois, le patient aura probablement jamais d'HTAP dans toute sa vie, mais il aura peut-être des complications de son hyperdébit sous la forme d'une dyspnée, d'une fatigabilité ou d'une FA quand il aura une oreillette gauche qui sera comme ça à 40 ans. Donc, souvent, quand on fait la démonstration qu'il y a un hyperdébit, il faut les fermer parce qu'ils sont beaucoup mieux après les patients. C'est comme une CIA. Merci beaucoup, Xavier. On va passer à un nourrisson, je crois, maintenant, tout petit bébé. Hanan, vas-y. S'il vous plaît. C'est un bébé de 7 mois et demi. 7 mois et demi. Tiens. C'est un bébé de 7 mois et demi, cardiopathie congénitale complexe, découverte à la naissance,
cyanogène, et elle a bénéficié d'un Blaloc droit, première semaine de vie. Donc, je vous laisse la voir en direct. Donc 7 mois, Blaloc, voilà. Et on va voir la cardiopathie pour laquelle il a été... Et actuellement, elle sature à 77. Le Blaloc a été fait à quel âge à la naissance? Première semaine de naissance, ok. Donc, je commence toujours par ma voie sous-costale comme d'habitude. Quelque chose qui va me frapper directement, c'est, regardez la taille des veines hépatiques ici. Cette taille des veines hépatiques, quand les veines hépatiques sont très dilatées comme ça, c'est souvent un signe d'insuffisance cardiaque, rarement un signe de pathologie complexe comme un retour veineux pulmonaire anormal intrahépatique, mais c'est le plus souvent un signe quand même d'augmentation des pressions de remplissage droite. On voit ici qu'il y a un petit shunt que vous voyez ici. On voit une oreillette droite qui est très dilatée. Et donc, pour essayer de vous faciliter un peu la chose, je vais directement passer en apical 4 cavités pour vous dire qu'on a une voie gauche qui semble relativement normale, une bonne cinétique VG, une valve mitrale qui présente une fuite centrale probablement de bas grade et une oreillette gauche correcte. Notez la très belle visibilité du retour veineux pulmonaire anormal qui peut toujours nous rappeler à cette problématique de... Le retour veineux pulmonaire, on le voit bien là ici dans l'oreillette gauche. Normal. Il est normal. Oui. Et donc on regarde la voie aortique, elle est normale. Donc la voie gauche, elle est normale. La voie droite maintenant. Alors la voie droite, oreillette droite très dilatée, bombement du septum vers la gauche avec un petit shunt, on l'a vu tout à l'heure, vous voyez ici qui est là, qui est bleu, donc qui est bien de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est une source de cyanose. Ok. Alors, on va regarder la valve tricuspide. Alors la valve tricuspide, on la voit, mais de manière très intéressante, on a l'impression qu'elle ne s'ouvre pas, la valve tricuspide. Vous voyez, elle a ce mouvement, mais ici, on dirait que le feuillet est immobile. Donc je vais regarder, et effectivement, on voit qu'il y a une petite fuite sur la valve tricuspide, mais on voit qu'il y a très très peu de remplissage. On voit un petit peu de flux ici, mais on a l'impression qu'il n'y a pratiquement rien qui passe à travers la tricuspide. Par contre, il y a une petite fuite. Tu peux augmenter le gain, s'il te plaît? Oui. Pour mieux regarder le ventricule droit. Hein? Ouais, et si tu peux zoomer un petit peu sur ce ventricule droit, valve tricuspide. Voilà, un peu de gain. Et effectivement, vous voyez, on a un ventricule droit qui est de très petit volume, très très hypertrophié. Encore une fois, on voit quand même qu'il y a un peu de sang qui passe à travers, mais on voit, vous voyez, le flux dans les trabéculations là. Bon, ça, c'est un ventricule droit qui est tout à fait pathologique, pas du tout développé. Il y a un flux très accéléré, vous voyez le flux rouge qui va à l'intérieur. Donc clairement, on a une hypoplasie de la valve tricuspide, on a une hypoplasie du ventricule droit, et on va regarder la valve pulmonaire qui est là. Et on a, vous voyez la valve pulmonaire qui est là, on a une hypoplasie sévère de la valve pulmonaire, mais qui n'est pas bouchée, puisqu'on voit un petit flux à travers. Donc on a une hypoplasie de toute la filière droite. Ça veut dire que, clairement, il devait y avoir un hypodébit pulmonaire à la naissance, et donc souvent une pathologie qu'on dit ductodépendante, c'est-à-dire qui dépend du canal artériel. C'est la raison pour laquelle sûrement il a été adressé vers des chirurgiens pour faire ce qu'on appelle un Blaloc ou un PT shunt ou un Blaloc Taussig, qui est une anastomose entre une artère systémique, souvent la sous-clavière ou le TABC, et l'artère pulmonaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en suprasternal directement parce que le bébé, bon, il n'a pas l'air très content, on le comprend, hein. Et donc on va aller regarder en suprasternal un petit peu où est-ce qu'il est ce Blaloc. Après, s'il te plaît, si tu peux nous dire, est-ce que le VD est tripartite ou bipartite, comment tu fais?
Ouais, absolument. Alors attends, je regarde juste la crosse de l'aorte là. Vous voyez la crosse de l'aorte? Et depuis la crosse de l'aorte, vous voyez ici là ce flux là? Ça c'est le Blalock. Donc je tourne à 3 heures. Je vois monter ABC avec ma bifurcation sous-clavière et carotide. Et je vois le début de mon Blalock ici, vous voyez? Là, on descend. voit très très bien, hein, c'est-à-dire l'anatomie du Blalock. Qui descend jusqu'à ici là, mon artère pulmonaire droite. L'artère pulmonaire qui est très petite. Hein. Très petite. L'artère pulmonaire, elle est là, la sous-clavière, elle est là, et il a dégagé tout le trajet, pratiquement, Voilà. de ce Blalock. Vous voyez C'est monter une ABC très très là, belle image. ma bifurcation? Hein, la bifurcation, tu veux dire du TABC? Et donc j'étais comme ça, sur ma crosse, j'ai juste tourné à 3 heures et clac. Je tombe dessus, vous voyez, c'est très facile. Avec un peu d'entraînement, c'est très facile, comme toujours. Non, non, mais à te voir faire ça, on a l'impression que c'est facile. Mais il faut s'entraîner, il faut le faire régulièrement, et c'est comme ça qu'on peut... Et donc là, j'ai une hypoplasie de toute ma voie droite. Et donc évidemment, une des clés, c'est est-ce qu'il y a une hypoplasie des artères pulmonaires? Parce que s'il y a une hypoplasie de la tricuspide, du VD et de la valve pulmonaire, il devrait théoriquement y en avoir une des artères pulmonaires. Et ça, c'est très important parce que comme ce ventricule droit, on ne va pas pouvoir le récupérer parce qu'il ne va jamais se développer. Non, non. On va devoir faire une dérivation cavo-pulmonaire et garder uniquement le ventricule gauche. Et donc, la question clé, c'est comment vont grandir les artères pulmonaires pour pouvoir accepter après d'absorber la circulation des veines caves supérieures puis inférieures. Et effectivement, bon là, il n'est pas très content, mais il a l'air d'avoir des petites artères pulmonaires. On voit très très bien. Hein. Donc là, il est en suprasternal. Voilà. Et on voit très très bien. On voit qu'il a une petite APD ici, Voilà. qu'on voit là. Donc ça, c'est l'aorte. Ça, c'est l'artère pulmonaire, peut-être droite, ici, Droite, ouais. ou au niveau de la bifurcation. Elle est toute petite, l'artère Ouais. pulmonaire droite. Et on voit le Blalock qui arrive à ce niveau-là. Le Blalock, il est plus gros que l'artère pulmonaire, vous voyez? Mm. Et l'artère pulmonaire gauche, je vais essayer de vous la montrer. Hop, elle part à gauche comme ça, là. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Pas facile. Elle est là, hop, elle part un peu là. Ah, donc ce bébé, il a des toutes petites artères pulmonaires qui est vraiment en fait la clé Ouais, de son futur. Hein. absolument. Donc il faudra attendre que le Blalock, que le flux dans le Blalock promeuve le développement des artères pulmonaires. Sinon, on ne pourra pas lui faire de dérivation Et cavo-pulmonaire. quand tu vois des artères pulmonaires comme ça, tu crois vraiment au développement des artères pulmonaires? Ou est-ce que le pronostic... Le pronostic, pour moi, bon, c'est un peu triste de dire ça, mais pour moi, me paraît très réservé à ce stade. Hmm. D'ailleurs, malgré un joli Blalock qui a l'air assez gros, il sature qu'à 60%. Oui, il fonctionne très bien, oui. Hein? Il fonctionne et très il bien. fonctionne bien, mais malgré tout, la SAT est basse. Ah oui, ah oui. Je crois qu'il a C'est 70 vrai. de SAT. 70 ou 77, 77, oui, c'est vrai. Hein. Donc, il va falloir espérer, bon, c'est encore un petit bébé, hein, mais espérer que les artères pulmonaires se développent, parce que sinon, la dérivation cavo-pulmonaire ne va pas fonctionner. Ouais. Donc, des fois, on met un Blalock, des fois un deuxième Blalock si nécessaire, Ouais. mais on ne pourra passer à l'étape suivante que si on a des artères pulmonaires de calibre, disons, suffisant. Absolument. Sinon, ça fonctionnera mal et le bébé sera très très bleu. Donc, on est en train de discuter d'un cas de cardiopathie quand même qui est assez sérieuse, d'accord? D'une hypoplasie pratiquement de tout le cœur droit. Ça existe le cœur gauche, mais là, on est devant une hypoplasie du cœur droit. Ça va de la valve tricuspide au VD, au tronc de l'artère pulmonaire et aux artères pulmonaires en droite et gauche. Et donc, on a fait un Blalock. Il sature à 77. Alors, l'idée chez ce patient-là, c'est d'aller dans un programme de réparation univentriculaire, parce que le ventricule droit, on ne pourra jamais compter sur lui. OK? Et donc, à ce moment-là, l'idéal aurait été, si les artères pulmonaires peuvent le permettre, c'est de faire une dérivation pulmonaire et puis par la suite un fantan. Mais il se trouve que ces artères pulmonaires sont très, très petites et les chances de réussite de la cavo-pulmonaire sont réduites. Donc Siam me demandait un petit peu si on pouvait caractériser ce ventricule. Alors je vais essayer de vous le montrer
Vous voyez, on voit qu'il y a alors, il y a une chambre infundibulaire qu'on voit là. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un infundibulum. Il y a une toute petite chambre d'admission, mais vous voyez qu'en fait, là, quand je me mets en cas de cavité, le ventricule droit, il ne fait pas du tout la pointe. La pointe du VG, elle est là. Là, le ventricule droit, il s'arrête là. Donc, on pourrait le catégoriser comme un VD bipartite. Normalement, il est tripartite. Chambre d'admission, apex, chambre d'éjection. Là, il n'y a pas d'apex. Exactement. Donc, il n'est pas utilisable. Si on imaginait mettre une valve tricuspide artificielle et une valve pulmonaire artificielle, il est probablement trop petit pour faire son vrai travail et assurer le débit pulmonaire. Donc, on va devoir faire un programme univentriculaire. Bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce cas? C'est Rizlan, tu voulais poser une question? Si, tu voulais. Bien. J'ai pas entendu la question de Rizlan, excuse-moi. Rizlan, bon, elle a posé une question tellement difficile que je lui ai dit. Je vais sûrement pas savoir répondre alors. Tu peux poser? Non. On va demander à Sia. Il y a Jafar qui a la chance d'avoir avec nous un chirurgien de Rabat. C'est Jafar Rissassi. Attends, on va juste. Tiens, regarde celui-là. Merci beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. D'ailleurs, je voudrais que vous saluiez professeur Kretman. Je ne sais pas si vous... Ah oui. Donc j'étais avec lui il y a longtemps, c'était à Marseille. Alors, pour les shunts, moi je préfère pour les petits bébés comme ça, les shunts sont trop. Je pense que ça pourrait développer mieux les deux artères pulmonaires et ça va pas abîmer la droite. Ouais. Je suis 100% d'accord avec vous. En fait, le mieux pour ce qu'on fait quand il y a des toutes petites artères pulmonaires, dans les cas de ce qu'on appelle même les fallots irréguliers, puisqu'on a vu un cas ce matin avec Saïd, le mieux c'est d'avoir un flux antérograde par un tube par exemple, pour avoir un flux pulsatier antérograde physiologique en quelque sorte. Quand ce n'est pas possible, effectivement, il faut essayer d'avoir un shunt, si possible, le plus central possible qu'on pourrait poser sur le TAP pour pouvoir avoir une distribution bilatérale du flux relativement homogène et essayer de promouvoir la croissance des deux artères pulmonaires. Donc si c'est possible, je suis tout à fait d'accord avec vous, il vaut mieux essayer de faire un shunt central pour avoir un flux qui se distribue bien dans les deux artères pulmonaires pour essayer de bien les faire grandir les deux. Tout à fait. Bonne remarque. Bien, on va avancer avec Hanan. C'est une jeune fille de 23 ans qui nous a été confiée par une consoeur sur la ville de Stade, qui est suivie chez elle pour un souffle et une communication. Donc, je n'ai pas plus de renseignements. Et elle décrit une fatigue à l'effort récente. Donc, on va la voir ensemble. On va la découvrir ensemble. Donc, je n'ai pas son échographie. Non, on n'a rien. On n'a rien dans son dossier. Ah bon, on va essayer de trouver quelque chose. Est-ce qu'elle est symptomatique? Elle est fatiguée à l'effort. Ouais. Elle n'est pas bleue, non? Hein? Elle n'est pas bleue. Donc, on ne peut pas prendre de saturation. On va peut-être soulever un peu ça. Voilà. Donc là, on s'est mis en parasternal, donc on va commencer en parasternal. On va observer l'OG qui paraît normal, la mitrale qui paraît normale, le VG qui paraît normal, un peu confortable peut-être, la valve aortique qui paraît normale. Ah, voilà. Je passe en petit axe. Petit axe. On a donc bien notre auricule gauche, nos veines pulmonaires, notre TAP, notre tronc gauche. Bon, tout ça est bien normal. Je vais balayer le septum interatrial pour... On va bien vérifier. C'est pas évident qu'il y ait une CIA. Par contre, ici, on voit un flux là. Là. Et on peut, en regardant attentivement,
Vous voyez cette CIV là? Ouais. CIV restrictive sûrement. On en profite comme tout à l'heure pour regarder en face de la CIV la voie d'éjection droite pour bien s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle dans le ventricule droit comme on a pu avoir sur le premier cas de l'après-midi, si je me souviens bien. Là encore, des gradients à travers la CIV qui sont très élevés. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a peut-être un TAP qui est un petit peu dilaté. Regardez l'anneau. Allez, on va faire le QPQS, soyons fous. Donc là, je fais mon QPQS. Mon QPQS, il est à 1,30, vous voyez. Donc, il est moins élevé que tout à l'heure. On voit très bien la CIV ici. Donc, on a donc une CIV périmembraneuse, restrictive, Ouais. sans argument pour le QPQS pour un hyperdébit. Ce qui m'étonne un petit peu, je dois avouer. Je vais remesurer quand même. Qu'est-ce qui te dérange? Je trouve que la P est un peu dilatée. Un peu dilatée. Et que cette dilatation de la P, et surtout si j'en crois ce que dit sa cardiologue, qu'elle est symptomatique, je pense qu'elle pourrait être symptomatique de son hyperdébit. Un 85. Donc, l'analyse Doppler suggère un hyperdébit limite. Ouais. Les cavités gauches, bon, il faudrait qu'on les mesure, bien sûr. Elles paraissent quand même peut-être légèrement dilatées. On a une CIV restrictive périmembraneuse sans lésion de la valve aortique, sans membrane sous-aortique, sans sténose intraventriculaire droite. Donc un cas, disons, de sévérité mineure à intermédiaire. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre ça en parallèle avec son évolution clinique. Ouais. Et être sûr que ces symptômes sont vraiment en rapport avec, voilà. avec le... Là, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, évidemment. Mm. Faire une évaluation clinique, demander éventuellement un avis respiratoire si elle est essoufflée. Vérifier qu'il n'y a pas une cause, une cause autre. En général, on essaye de se donner du temps pour voir l'évolution clinique des patients. Elle a un VG qui fait que 40 mm. Moi, je pense que je verrai avec un pneumologue s'il n'y a pas de problème d'asthme. Je l'encouragerai à faire un peu d'activité physique et puis je surveillerai un peu son VG. J'ai un petit doute sur l'hyperdébit, le TAP est un peu dilaté. QPQS 1,85. Je me donnerai un petit peu de temps. Le tronc d'artère pulmonaire, tu penses qu'il est un peu dilaté par rapport à l'aorte, c'est ça? Ouais, en Quand général, on voit la paix et l'aorte, c'est vrai qu'elle est... Et donc, moi, je me donnerais vraiment la chance de voir si elle s'améliore spontanément, en lui disant de faire un petit peu de marche, un petit peu d'activité, un petit peu de gymnastique. Oui. Si elle reste très symptomatique, que je vois le VG un peu se dilater, je lui ferme sa CIV. Mais encore une fois, comme on a maintenant le cathétérisme cardiaque qui permet de le faire, je dirais, sans sternotomie, sans chirurgie, sans CEC, a fortiori pour une femme, sans cicatrice au niveau de la poitrine, disons qu'on est quand même un peu plus prompt
à le faire par cette voie percutanée. Mais encore une fois, il y a... Vas-y. Alors, c'est un bébé de 6 mois qui nous vient de Marrakech, qui est suivi pour une sténose pulmonaire valvulaire qui a été déjà dilatée. Donc, on va le voir ensemble comment il a évolué après la dilatation. 6 mois, il est symptomatique maintenant? Il a été dilaté à l'âge de 4 mois. Il a été dilaté le 23/10/2023. Donc ça veut dire il y a 2 mois. Il y a 2 mois de cela. 2 mois. Ouais. Donc là, on voit de manière tout à fait évidente une hypertrophie ventriculaire droite majeure. Ouais. Majeure, avec un impact sur le VG, vous voyez, qui est complètement... c'est dommage qu'on ne puisse pas augmenter un peu la taille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on a quasiment une échographie. Ça, c'est une échographie. Si je ne connais pas le diagnostic, je dis qu'il y a une HTAP sévère parce qu'il y a un tel remodelage ventriculaire droit. Ouais. C'est exceptionnel de voir ça dans des sténoses pulmonaires. Hein. Alors, voyons. Donc, la valve pulmonaire est là. Vous voyez, la valve pulmonaire, elle s'ouvre quasiment pas. Vous voyez qu'on a quasiment 5,70 m sur la valve pulmonaire qui a une ouverture qui est minime, avec une ouverture en dôme. Il y a un petit anneau qui fait 8,5 mm. Vous voyez des artères pulmonaires qui sont très belles, qui sont même un TAP qui est presque dilaté. Et on a donc un ventricule droit qui est soumis à une surcharge de pression, une surcharge barométrique majeure. Quand vous voyez l'aspect de la courbure septale, vous voyez ce septum un petit peu qui est aplati, il est même un petit peu courbé du côté gauche, avec cette hypertrophie très trabéculée du ventricule droit, qui est en même temps hypertrophiée et en même temps dilatée. Et très probablement, il est le siège d'une dysfonction, hein, tu es d'accord? C'est pas un VD qui fonctionne normalement. Hein. Et ici, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que la fonction du ventricule droit est très altérée. C'est ça. Donc ce que dit Xavier, c'est que ce qui le préoccupe beaucoup, c'est que la fonction du VD est très altérée. Ouais. Et que il a vraiment un cœur d'HTAP très sévère. C'est pas un cœur de sténose pulmonaire. Il a un cœur, une telle remodelage, une telle hypertrophie, une telle altération. C'est très étonnant pour une sténose pulmonaire. C'est pas quelque chose des pressions pulmonaires. Si tu peux rapprocher le micro, s'il te plaît. Oui. Je dis que en général, les enfants s'adaptent très bien aux sténoses pulmonaires congénitales, même serrées. Et ils ont souvent des VD qui sont hypertrophiés, mais peu remodelés. Ouais. C'est, dans mon expérience en tout cas, exceptionnel d'avoir un tel remodelage ventriculaire à cet âge-là, quand c'est juste une sténose pulmonaire. Donc, ce qu'il dit, c'est que selon son expérience, il est exceptionnel de voir des sténoses pulmonaires arriver à un remodelage pareil. Une dilatation, hypertrophie, trabéculation très très importante, dysfonction du VD, ça lui rappelle de l'hypertension pulmonaire sévère, primitive, sévère, et pourtant c'est une sténose pulmonaire, hein, tu es d'accord? C'est absolument une sténose pulmonaire. Une sténose pulmonaire critique, voilà. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu cet aspect de la valve? Parce que on a l'impression que c'est... Vous voyez la valve?
Cette valve, elle est épaissie, elle est dysplasique. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais aller redilater une valve comme ça, c'est... Alors, de toute façon, là, on a intérêt, vu la fonction ventriculaire droite, il va falloir agir vite. Voilà. Parce que là, clairement, pour moi, le pronostic vital de l'enfant est engagé à très court terme. Très, très court terme. Ouais. Donc, si vous n'avez pas entendu, c'est que dans ce cas précis, c'est le pronostic vital qui est engagé, donc il va falloir faire un geste rapidement. Et on pourra discuter par la suite, est-ce qu'il va falloir le redilater ou est-ce que, tout en sachant qu'il a été dilaté, on n'a aucune idée sur le résultat immédiat? Est-ce que c'est un échec de la dilatation ou est-ce que c'est une resténose? Parce que si la valve elle est dysplasique, va ressembler comme à du chewing-gum, elle va être dilatée, puis par la suite elle va se retirer. Et où est-ce qu'il faut aller opérer chirurgicalement cette valve? Pardon? Attends. Un peu après ça. Vas-y. Ça marche. Est-ce que cet enfant est syndromique? Qu'est-ce qu'il a à mon âge? Alors la question, est-ce que cet enfant... Auquel cas? Redilatation, ça. Alors, est-ce que ce bébé est syndromique? Ça y est, bébé, ça y est. Non, ça y est. il a aucune dysmorphie faciale. Il est bleu marine, par contre. Hein. Je pense qu'il a 5 ans de SAT. Hein. Ouais. Mais là, le ventricule droit, il est... Je pense que en 20 ans de cardiopédiatrie, j'ai jamais vu un ventricule droit comme ça sur une séance pulmonaire. Eh ben. Honnêtement, D'accord. En post-op, en post-dilate, à 10 jours, 137. Donc il y a eu un échec de la dilatation. Voilà, on va parler de... Mais le problème, c'est le ventricule droit là. Le ventricule droit et l'impact sur le ventricule gauche. Quand on voit ça, c'est quasiment pathognomonique des HTAP critiques avant que le patient décède. Cet aspect-là, c'est extraordinaire de voir ça s'il n'y a qu'une sténose pulmonaire. Je pensais que ce n'était pas possible en fait. J'ai jamais vu ça dans ma carrière, à part sur des HTAP qui sont tous décédés ou qui ont été transplantés. Donc, et en plus, les artères pulmonaires sont assez dilatées. Je serais intéressé quand même de ça, s'il a eu un cathé, de savoir quelles étaient les pressions pulmonaires quand l'enfant a été dilaté au moment de la dilatation, parce que je ne serais pas surpris qu'il ait aussi une HTAP. Tu penses? Avec un gradient pareil? C'est en tout cas la fonction VD. C'est inhabituel. C'est pas, je suis d'accord avec toi que le gradient, c'est complètement illogique. Ouais. Mais alors, ça veut dire qu'il faut lui faire un cathétérisme d'urgence. Voilà. Sinon, si on attend plusieurs mois, à mon avis... Non, il faut y aller rapidement. On a vu des gradients qui sont à plus de 5 mètres par seconde, et puis une dysfonction VD. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Et tu es pour une chirurgie dans ce cas? Moi, je serais pour l'opérer, honnêtement. On peut faire une chirurgie et faire une ouverture, mais le problème, c'est que si on lui fait une CEC, il faut qu'il sorte de la CEC. Hein. Ouais, il faut prévoir une... Parce qu'on a des patients qui ont des atrésies pulmonaires, qui ont des abscies. S'il vous plaît. On a des patients qui naissent avec des atrésies pulmonaires, la valve est bouchée, ou la valve présente une ouverture de 1/2 millimètre. C'est ça. On n'a jamais cet aspect ventriculaire. Jamais. On n'a jamais cette interaction. Le ventricule gauche, là, en pleurant, il peut s'arrêter à tout moment, en fait, l'enfant. Il a 52. Je pense qu'il a 5 ans de saturation. Donc, il vaut mieux la dilater que faire une CEC. En tout cas, le risque de l'anesthésie, il faut gérer. Il faut qu'il soit endormi par un très, très bon anesthésiste. Alors, on a la chance d'avoir avec nous un anesthésiste réanimateur qui fait aussi de la cardio. Et il va nous donner son avis. Je propose, moi, je pense que c'est un bon cas. Là, tu l'as dit. Pas mal, brache. ما تكلم ما ختمش ما أبغاك تهضر. Moi, je pense que c'est un excellent cas à l'hybride. Si on a une salle où on peut prévoir éventuellement une dilatation par ballonnet, en même temps, si ça ne marche pas, on convertit tout de suite en CEC.
ça pourrait être une bonne solution. Ah oui, Parce de que toute si façon, on il faut lever évite l'obstacle. La CEC et la sortie de CEC qui pourrait être difficile. Donc, ballon, et en même temps, si ça ne marche pas, tout de suite CEC. Et chirurgie, bien sûr. Tout à fait. Mais l'aspect ventriculaire, je vous dis, est tout à fait est remarquablement atypique et préoccupant. هاك بدل هذا بدل العرلية هذا مزيان مالو l'arc pulmonaire il est correct hein. L'arbre pulmonaire est même très beau. Il est très beau hein. Ah oui, il faut ouvrir la valve pulmonaire, ça c'est certain. Hein, après, est-ce que ça va sauver son ventricule droit? Ça c'est moins certain, mais évidemment, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la valve pulmonaire. On est tous d'accord avec ça. Voilà. Est-ce qu'il va récupérer? S'il récupère, en tout cas, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. On ne peut pas rester sans rien faire, tu es d'accord? Ah, mais si on reste sans rien faire, à mon avis... il va décéder. Hein. Il va décéder en moins de 6 mois, il est décédé. Voilà. Ok, ben s'il y a... Siham, tu as une question? Oui, question? Non? Alors, on a une question derrière. Haka si Mohamed. Hak, à tel sida. Non, ici. Pardon, ma question, c'est toujours le mécanisme de cette HTAP. Est-ce que c'est la sténose ou c'est une HTAP qui est primitive associée à cette sténose? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas dit qu'il avait une HTAP parce que si on en croit l'écho, dans la mesure où on a mesuré dans le VD par l'IT une pression systolique ventriculaire droite à 120 et qu'il a un gradient sur la sténose pulmonaire de 110, il devrait théoriquement avoir une PAP S de 10, c'est-à-dire normale. En tout cas, c'est ce qu'on mesure. Oui. Ce que je dis simplement, c'est que la logique, c'est ça. Ce qui est illogique, c'est qu'il ait un aspect d'HTAP gravissime du ventricule droit. Il a un ventricule droit qui est énorme et un ventricule gauche qui est complètement écrasé par le ventricule droit. Cet aspect ne se voit jamais dans les sténoses. Et pour toi, la simple sténose pulmonaire critique sévère, non traitée, non ouverte, ne peut pas arriver à cet aspect. Je n'ai jamais vu tu n'as ça jamais vu, quand même. en 20 ans. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment extrêmement... Alors, on est là pour apprendre, moi j'apprends tous les jours. Donc, mais on voit, j'ai vu des dizaines d'atrésies pulmonaires à septum intact. C'est-à-dire que l'enfant naît, pendant la vie fœtale, il n'a pas de valve pulmonaire ouverte. À la naissance, il n'a pas de valve pulmonaire ouverte. On les perfore, on les ouvre. Des fois ça marche pas. Ils n'ont jamais cet aspect. Cet aspect écho, si vous posez à 1000 cardiologues spécialisés en cardiopathie congénitale, il y en a 1000 qui vont dire que c'est une HTAP sévère. Il n'y a aucun autre pattern, aspect échographique qu'on voit qui soit dans 100% des cas, quand on voit ça, le patient a une HTAP gravissime. Et dans 0% des cas, il a une sténose pulmonaire critique. C'est pas l'aspect. C'est ça, c'est complètement discordant. Ben écoute, on apprend des choses et puis... donc ça sera peut-être le premier de ma carrière qui a une SPO qui va guérir quand on lui aura ouvert la valve. C'est un patient à qui? De Marrakech? Bon, vous nous tenez au courant. Allez, on va passer au dernier patient, si vous le souhaitez. Ça va, on est dans les temps, c'est super. Alors le dernier patient. Ah, c'est ton patient? Oui, c'est un patient né en 99, donc il a 15 ans. Il a une coarctation de l'aorte qui a été stentée en 2013. Actuellement, il est hypertendu sous traitement. Il a un gradient membre supérieur, membre inférieur. Et donc, on va voir à l'écho ce qu'il y a. Donc, il a 4 ans. Il a été... 99, tu as dit? Oui, 99. il est en 99. Il a 24 ans. 24 ans, il a eu une coarctectomie, c'est ça? Il a eu un stenting. Un stenting, d'accord. Un stenting sur l'isthme de l'aorte. On va faire une évaluation. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par le suprasternal, pour vous montrer qu'il a une belle crosse, légèrement gothique ici, il y a une petite angulation.
D'accord? Ah, d'accord. Donc on voit bien la sous-clave gauche qui est Faut que tu l'appelles Abidi. Hein. dilatée, C'est toi la qui s'en occupe. carotide et le TABC. Là, il y a le TABC, la carotide gauche, la sous-clavière gauche, très grosse sous-clavière gauche, soit dit en passant, un calibre qui est plutôt beau, une angulation ici. Par contre, ici, vous voyez, il y a une sorte d'entonnoir avec un stent ici. Je ne sais pas si vous voyez le stent, on voit les mailles. Oui, en fait, on du voit stent. très bien, oui. Et donc, bien sûr, et là, il va y avoir un effet entonnoir ici, avec sûrement une accélération qui est importante. Hein. Et donc, quand est-ce que tu dis, Siam, il a eu son stenting? 2013, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. À quel âge? Il a 24 ans. Ouais. Donc, il a eu son stent à 14 ans. Si éventuellement, il n'était pas complètement pubère à 14 ans, il était peut-être beaucoup plus petit. Et donc, il a été dilaté au diamètre de son aorte de l'époque. C'est-à-dire, si vous voyez l'image, au diamètre, à l'époque, son aorte isthmique devait faire 7 mm. Or, maintenant, ça fait 14 mm. Donc, il a une réduction de son calibre en diamètre et donc en surface. Vous imaginez bien que quand vous allez porter le diamètre au carré, il a une réduction de surface qui est majeure. Et donc, il a, même si le stent a parfaitement évolué, c'est comme un mismatch, qu'il n'y a aucune prolifération intra-stent, aucune thrombose, ouais. Il a sûrement une réduction de la surface, de la section sur la hauteur du stent qui est à plus de 70%. Ce qui fait que il faut, et ça c'est normal, c'est ce qu'on fait tout le temps, quand on stente un adolescent, on doit le redilater à l'âge adulte, parce que les stents sont dilatables, oui. Et si on le stent et qu'on remet la stent... On va juste le dilater ou on va mettre un stent instant? En général, on met un stent instant. Pourquoi? Parce qu'on va mettre un stent qui a une force radiale un peu plus importante. Parce que si on dilate le premier stent, on peut le casser. Parce que si on l'overstretch, et donc en général, on fait on dilate et après on met un deuxième stent pour structurer, pour maintenir, et on a des très bons résultats. Ok. Et donc... Et est-ce que sur la simple image échographique, il va falloir intervenir ou est-ce qu'il faut... Tu as une idée sur la pression en haut et en bas? Ah, quand même. D'accord. Donc, il y a un gradient quand même qui est important entre la tension membre supérieur et membre inférieur. Ça, c'est un critère qui est important. Regarde. Très important, beaucoup plus que les données Doppler de l'écho. Hein. Regardez l'aspect. Normalement, on a des beaux flux avec une belle vélocité aortique supérieure à 1 mètre par seconde. Là, on a une vélocité qui est complètement amortie. Et surtout, on a quasiment un prolongement diastolique dans l'aorte abdominale. Ça, c'est un flux qui est complètement démodulé, qui suggère quand même un obstacle en amont. L'autre élément, c'est qu'on va rechercher un retentissement de son HTA sous la forme d'une HVG qui est quand même présente. Ouais. Et il a, vous voyez, comme presque tous les patients qui ont une coarctation, une bicuspidie aortique probable, pour ne pas dire certaine. Ici, c'est une bicuspidie de type 1. Et on voit que les bords de la bicuspide sont assez rétractés, ce qui génère une fuite aortique ici, qui est probablement modérée. Je connais là. Ok, non, j'ai mis ça. Et tu as vu Siam comme... je pense qu'il a une fuite aortique... Ouais. 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 Mais elle n'est pas nulle. Hein. Elle n'a pas de critère de sévérité majeure, mais le VG est dilaté.
Et tu vois, la racine aortique, elle est très nettement dilatée aussi. Bon, c'est logique sur une bicuspidie, hein. Et là, la valve est assez épaissie. C'est pas certain qu'on... Quoique, on pourrait essayer de faire une plastie en faisant un Tyrone David. Parce que l'aorte, quand même, est assez dilatée. Donc, c'est un cas intéressant. Bon, là, il a la problématique d'hypertension, elle doit être traitée par cathé, par une dilatation du stent initial, pour que l'aorte soit d'âge adulte. Ça lui correspondra. C'est assez simple à faire et ça va marcher. Et ensuite, s'intéresser à sa racine aortique, sa bicuspidie aortique, qu'il faudra probablement traiter plus à moyen terme, traiter l'HTA, voir comment évolue aussi la fuite aortique quand on a normalisé la pression en amont du stent, et suivre le patient pour essayer de le prendre en charge, mais il n'échappera pas, à mon avis, à une prise en charge de la valve aortique à moyen terme. Bien. D'autres... Il faut passer par là. C'est naturel, on ne va pas ouvrir. On va passer par voie naturelle pour dilater le stent qu'on avait mis à 14 ans. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Si tu peux venir, s'il te plaît. J'ai fait l'explication. Micro. Alors, s'il vous plaît, la question ici de Siham, pourquoi est-ce que on a quand même une sténose, enfin une accélération du flux, mais sans composante diastolique? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Peut-être parce que c'est Oui, mais parfois on n'a pas de fuite aortique, hein. On a des accélérations, mais sans véritable composante diastolique, hein. Ouais, mais ça, c'est une bonne question, Siam. Si on fait abstraction de la fuite aortique, qui ne simplifie pas quand même le problème, puisqu'il y a un reflux diastolique dans le VG, forcément qui est volé vers le flux antérograde. Donc ça peut minimiser la composante diastolique. Mais si on exclut ce paramètre de l'équation, ça dépend. Là, il n'y a pas de sténose focale. En général, l'aspect d'un écoulement des fluides, de l'aspect avec prolongement diastolique, en tout cas dans les coarctations ou dans les cerclages des artères pulmonaires, comme on voit dans les hybrides des hypo-VG, c'est vraiment basé sur une sténose focale. Là, il n'y a pas de sténose focale, là, il y a une réduction de diamètre sur une certaine longueur. C'est tubulaire, oui. Et effectivement, il y a des conditions physiques qui sont assez complexes, que je ne t'expliquerai pas en détail, qui font que certaines fois, on voit une composante diastolique, et quelquefois, à quelques degrés de sténose près, on ne la voit pas. Et de manière intéressante, on la voit par contre assez souvent dans le prolongement diastolique en distalité, c'est-à-dire dans l'aorte abdominale. La remarque du collègue, elle est intéressante aussi, c'est-à-dire que comme il y a une IA qui est au moins modérée, ça change aussi, si tu veux, le pattern diastolique du flux antérograde. Donc c'est assez complexe quand même, hein. Je n'ai pas la prétention d'intégrer tous ces paramètres dans l'équation pour te faire une réponse comme ça toute faite. Là, maintenant, c'est une question très difficile que tu poses. Non. En fait, la recoarctation, elle est définie surtout par des critères hémodynamiques de gradient de part et d'autre du stent. Si on a un gradient supérieur à 20 mm de mercure, on a une définition de recoarctation, même si ça ne veut rien dire. Là, il n'y a pas de coarctation, c'est juste que le stent est trop petit par rapport à la taille de l'adulte. Et après, c'est les conséquences d'une HTA ou d'un gradient tensionnel ou d'un gradient hémodynamique pic à pic. Ah non, il faut remettre des stents. Ah oui, la chirurgie de ce type de lésion, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que on fait des thoracotomies, d'accord, postérieures, et on doit déjà enlever le stent, ce qui n'est pas une chose facile, faire une plastie de réparation. Et les plasties, souvent, ça évolue vers des anévrismes.
avec éventuellement des greffes mycotiques. Donc, et en plus, quand on fait des sections artérielles, il y a un risque de sectionner aussi des artères qui vascularisent la moelle. Et donc, en fait, un des risques de la chirurgie, notamment tardive des coarctations, c'est de créer des paraplégies. Ce qui est très rare, hein, mais ça peut arriver. Donc, à la chirurgie de la coarctation à l'âge adulte, les chirurgiens cardiaques, ils n'aiment pas du tout. On peut faire un angioscanner parce qu'on aura des diamètres en 3 dimensions intéressants, mais là, le diagnostic, il est posé. Le cathétériseur, il fera une angiographie et il mesurera le calibre en amont et en aval et il essaiera de dilater progressivement. Il mettra un deuxième stent. Donc, on peut le faire, c'est intéressant, mais ce n'est pas obligatoire, à mon avis. C'est juste par rapport à la remarque qu'a fait Dr Zaimi par rapport à l'absence du prolongement diastolique. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il n'y a pas de recoarctation. C'est tout simplement parce qu'il y a la fuite aortique qui fait qu'il ne va pas engendrer un gradient diastolique. Et là, je pose la question, est-ce que si on répare le gradient, est-ce qu'on s'attend éventuellement à une régression de la fuite aortique? C'est possible. Intrinsèquement, la valve elle est pathologique, il y a une fuite. Mais le fait de limiter aussi l'obstacle, et donc l'obstacle en pression va possiblement aussi quand même diminuer l'importance de la fuite. C'est comme par analogie avec la voie pulmonaire où quand on a des sténoses pulmonaires résiduelles, souvent on augmente la fuite. S'il vous plaît, j'ai une question. Puisqu'il n'y a pas de rosténose, si on fait un stent, intra-stent, on est obligé de dilater le stent préexistant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque interventionnel? Ah si, on va le casser le premier stent. Oui. Non, sur le patient. Parce que quand on fait un stent, intra-stent en coronaire, par exemple, il y a une rosténose, on redilate la sténose. Bon, mais moi, je me pose la question, c'est pour dilater le stent, et c'est par voie métallique. Je ne sais pas s'il y a une complication pour le patient, un risque, je ne sais pas. Si, il y a des complications potentielles. Hein, il y a un risque. Mais il faut le dilater beaucoup, une des options, c'est d'utiliser un stent couvert. Parce que si on fait une plaie de la média, de l'intima de la média, voire de l'adventice, si on utilise, c'est ce qu'on fait. La complication du stenting de la coarctation, c'est d'overstretcher la paroi aortique. On crée toujours une dissection aortique. C'est pour ça qu'on le fait sous-âgé. Ça fait horriblement mal. Mais donc c'est vrai que sur le plan histologique, on crée des lésions majeures. Et d'ailleurs, il y a une stratégie qui consiste à dire que si on doit augmenter le diamètre de plus de 50%, on utilise un stent couvert parce qu'il peut y avoir une brèche, une fissure aortique, et pour pas que le patient décède, ce qui est une complication souvent létale, on met un stent couvert, comme une endoprothèse abdominale. Comme ça, on va colmater quelque part les brèches qu'on pourrait créer. Donc là, après, c'est une question d'expérience de l'opérateur. L'opérateur, il va aller doucement. Il va gonfler, il va d'abord utiliser un ballon, il va gonfler de 20%, il va faire une angio, vérifier qu'il n'y a rien, un deuxième. Il va voir si le stent il commence à se fracturer, parce que si on l'overstretch, je ne sais pas, il faut voir les caractéristiques de maillage du stent, à combien il peut s'expandre, etc., etc. Ça dépend. Mais il y a des stents qu'on va casser. Et comme on va les casser, on va mettre un autre stent. Donc évidemment, ça tire sur la paroi vasculaire. Et donc, mettre un stent couvert, c'est une option. Il y a plusieurs options. On peut pas, mais les risques, ils existent toujours. Mais le risque de la chirurgie, ils sont élevés aussi. En tout cas, on peut le traiter et on sait le faire. Et il faut essayer de maîtriser le risque, effectivement. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va remercier notre ami. Tiens, tu as ton micro. Merci. On va remercier notre ami Xavier Iriart pour ces belles démonstrations. Alors, je sais qu'il y en a qui attendent l'explication de ça. Tu veux ou on va rentrer dans des trucs on laisse pour après? On peut, mais... C'était juste pour très brièvement, utiliser la saturation. Ouais. Quand tout à l'heure, on avait une atrésie tricuspide. Ouais. Non, laissez ça comme ça parce que c'est plus simple. Oui, c'est ça. C'est juste pour calculer les saturations. Quand on calcule le QPQS, en fait, le QPQS, il dépend des résistances vasculaires systémiques et des résistances vasculaires pulmonaires. Donc, quand on a un ventricule unique, comme on avait tout à l'heure, avec deux vaisseaux qui sortent du même ventricule, d'accord? On a la même saturation
dans le ventricule, dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire. Ok? C'est logique, oui. Ça veut dire que si on a 85 de SAT, 85 de SAT, vous dites quoi? Hyperdébit, hypodébit ou c'est équilibré? Donc là, c'est hyperdébit. Qui dit hypodébit? Personne ne se prononce, c'est pas grave. 85 de SAT, j'ai 85 dans l'aorte. Mais donc j'ai 85 dans l'AP puisque c'est la même chose. D'accord? Oui. Mais dans les veines pulmonaires, si mes poumons fonctionnent, j'ai 100%. OK? Et dans ma veine cave, si j'ai un débit normal, j'ai à peu près 70%. Donc 85 moins 70. 15. Ça dépend de la consommation en oxygène. Mais ça, c'est pour ça qu'il nous faut la saturation dans la veine cave. Tout à fait. Mais si j'ai 70, je suis équilibré. Si je dors, si j'ai une consommation parce que je suis réveillé et que j'ai plus que, non pas 70, mais que j'ai 50, ouais. D'accord? À ce moment-là, j'ai 35 d'un côté divisé par 15. Donc j'ai un QPQS à 2. Ça veut dire qu'on dit, ouais, quand j'ai 85 de SAT, super, je suis vachement bien équilibré. Mais en réalité, quand on est endormi peut-être, quand on est réveillé, si on a une consommation en oxygène qui est élevée et que la SVO2 baisse, puisqu'on n'est pas passé de 100, comme dit notre collègue, mais qu'on part de 85, avec l'extension qui est la différence artério-veineuse, à ce moment-là, on a un QPQS à 2. Donc ça veut dire qu'on a toujours l'impression que quand on est à 85, c'est super, c'est parfait, mais en fait, en 85, on est déjà en hyperdébit. Et donc, un patient qui est équilibré avec un VU et un cerclage, il faudrait qu'il ait 70 de SAT. Et là, il est équilibré. C'est ça, ouais. Mais s'il est à 85 de SAT, il n'est pas équilibré. Il est en hyperdébit avec un QPQS à 2. Ouais. Vous voyez? Oui, oui, tout à fait. Et quand il a 95, d'accord, il a un QPQS à 4. Donc, il est en grand hyperdébit. En grand hyperdébit. OK. Ben, merci beaucoup. Il y a quelques situations, certes rares, où on a des saturations assez confortables, 90, 95, même plus pour des cardiopathies univentriculaires, et qui ne sous-entendent pas qu'il y a un hyperdébit. Et là, je vais faire allusion aux cardiopathies, le cœur de Holmes, par exemple, où il y a un débit préférentiel vers l'artère pulmonaire, ou alors dans les criss-cross où on a un remplissage référentiel. Voilà. Donc ça veut dire, dans quel cas, il ne faut pas toujours se fier sur cette formule. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne remarque. Mais j'ai fait ça pour essayer de simplifier un peu, pour expliquer qu'on peut avoir un bon cerclage avec des pressions pulmonaires normales en aval du cerclage, mais un hyperdébit qui va dilater les cavités cardiaques. Et après, il y a des particularités, oui. Et c'est le cas, évidemment, non pas dans les VU, mais dans les VDDI, par exemple, en fonction de la position qui est mal position de type transpo ou pas, les saturations sont complètement différentes parce qu'il y a des flux préférentiels. Comme vous dites, par exemple, pour le corps de Holmes, qui est un truc un peu particulier, qui sont des ventricules uniques à double entrée avec normaux-position des vaisseaux. Mais ça, on verra ça plus tard. Voilà, l'année prochaine, on va voir ça. Bien, merci beaucoup Xavier. C'était super, très belle démonstration. Et encore une fois, un grand merci, cher ami. Hein. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus fréquemment. Avec plaisir. Au Maroc. Merci. Et merci à toute l'assistance. Hein.